Alors, je vous ai manqué? Le TGV, franchement, c'est pas le truc le plus stylé que la France ait faite? Genre, à une époque, le TGV, c'était pas juste un train, c'était vraiment une vitrine technologique, un truc capable de battre record sur record. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette idée géniale, elle vient du Japon, et plus précisément du Shinkansen. Le Japon, c'est un pays où ça a toujours été super compliqué de se déplacer. Déjà parce qu'il y a des montagnes partout, et en plus, le pays fait genre 3000 km de long. Donc forcément, quand le train arrive, ça devient très vite révolutionnaire. Parce que d'un coup, on peut se déplacer facilement, commercer, produire, relier les villes entre elles. Et c'est dans ce contexte que certains comprennent un truc essentiel. Contrôler les rails, c'est pas juste transporter les gens, c'est aussi contrôler le développement du territoire. Et c'est exactement ce que va faire Yoshiaki Tsutsumi. À un peu plus de 30 ans, Tsutsumi il va hériter du groupe Seibu. Vous connaissez pas ce nom, mais en gros, Seibu, c'est la boîte qui gère le RER autour de Tokyo. Ils ont d'autres activités bien sûr, mais on va surtout parler de ça aujourd'hui. Mais si vous pouvez retenir 2-3 infos, en gros c'est une boîte qui a quand même des dizaines de milliers de salariés, des millions de passagers chaque jour, et ça représente des milliards de dollars en valorisation boursière. Donc c'est une entreprise qui est très puissante, solidement implantée, et c'est impossible de l'éviter si vous allez à Tokyo. Et si je vous parle d'eux aujourd'hui, c'est parce que contrairement aux grandes fortunes de la tech qui émergent à l'époque, Tsutsumi, lui, il va faire fortune grâce à une idée un peu spéciale. Parce que lui, il crée rien, il produit rien, il fabrique rien. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il possède le sol. Parce que très tôt, il comprend une chose super simple. Quand une gare apparaît dans un champ, les gens, ils veulent vivre autour de cette gare. Alors, ce qu'il fait, c'est que logiquement, il va commencer à acheter des terres autour des gares existantes en se disant que ça va prendre en valeur. Et puis, un jour, il va se mettre à acheter des terrains là où il n'y a rien. Et comme par magie, quelques années plus tard, une gare s'installe. Donc tout à coup, le prix des terrains, il explose, et les gens se demandent comment c'est possible. Mais en fait, c'est facile à comprendre, parce que c'est lui qui construit les gares. Donc il a la visibilité, il sait où et quand vont être construites les prochaines. Grâce à cette stratégie, Seibu va développer massivement son réseau ferroviaire, mais il va surtout développer quelque chose d'encore plus rentable, l'immobilier. En fait, il va surtout créer d'immenses quartiers pavillonnaires, qui auront comme particularité d'être super propres, calmes, mais surtout d'avoir de la place. Parce que contrairement au centre-ville, ici on pourra facilement créer des écoles, des commerces, et les maisons pourront même avoir des jardins. On se rend pas compte, mais au Japon, la terre habitable c'est super rare. Donc avoir un jardin, c'est un symbole de puissance, de réussite. En fait, quand t'as un jardin, t'es quelqu'un. Bon, ok, les jardins font genre 30 mètres carrés. Mais t'as un jardin quand même, en fait. Bon, en réalité, ce qui rend vraiment ces quartiers magiques, c'est plutôt la gare. Parce que grâce à elle, en quelques dizaines de minutes, on peut aller travailler n'importe où autour de Tokyo. Et donc ça devient très vite un modèle de rêve à la japonaise. Le matin, le père, salariman, il part en costume au travail, grâce au train, pendant que la mère s'occupe de la maison, et les enfants, eux, ils vont à l'école du quartier. En réalité, avec ce mode de vie, on vit presque mieux qu'en centre-ville. Grâce à ce type d'investissement, à la fin des années 80, Forbes désigne Yoshiaki Tsutsumi comme l'homme le plus riche du monde. Sa fortune à l'époque, elle est estimée à plus de 20 milliards de dollars. Et encore une fois, c'est fou, parce que tout ça s'est fait sans usine et sans innovation technologique. Toute sa richesse repose sur une seule chose, la terre. Et tout ça, ça fonctionne parce qu'au Japon, tout le monde est persuadé que la terre ne peut pas perdre de valeur. Et là, je crois que c'est le moment pour parler des bulles. Dans les années 80, le Japon fascine le monde. Ça devient un Eldorado économique, et il y a beaucoup de gens qui plaisantent même en disant qu'une parcelle du palais impérial de Tokyo vaudrait plus que toute la Californie. Pourquoi? C'est plutôt simple à comprendre en fait. Après quelques choix monétaires mal calibrés, le yen va monter brutalement en valeur. Donc, pour éviter le choc économique, le gouvernement va super bien réagir en facilitant massivement les crédits. L'objectif, il est simple, on veut permettre aux entreprises d'investir, d'industrialiser et de produire. Mais dans les faits, les groupes comme Seibu, ils vont pas du tout jouer le jeu, et ils vont faire le choix d'acheter principalement des terres et de l'immobilier. Donc très vite, il y a une situation absurde qui s'installe, parce que déjà les prix explosent, mais aussi parce que les terrains sont estimés à des valeurs plus importantes que les bâtiments qui sont construits dessus. Et parfois, il y a même des terrains qui valent plus cher que des temples. Je sais pas trop comment on calcule la valeur d'un temple d'ailleurs. Mais bon, la conclusion, c'est que personne ne dit rien. Pourquoi? Je sais pas trop, mais je pense que c'est parce que tout le monde est gagnant en fait. Les banques, elles accordent des prêts, elles reçoivent des intérêts, les entreprises, elles s'enrichissent,
Et l'État, il voit son pays qui bouge, il encaisse des taxes. Donc finalement, c'est une période qui est géniale, parce que tout le monde s'enrichit. Enfin, sauf qu'un jour, la bulle éclate. La banque centrale, elle finit par réagir, mais probablement trop tard. Donc les taux d'intérêt remontent et les crédits deviennent soudainement presque impossibles à obtenir. Donc tout à coup, les entreprises ne peuvent plus emprunter. Les particuliers non plus d'ailleurs. Et très vite, les transactions s'arrêtent. Parce que des vendeurs, il y en a partout, mais des acheteurs, il n'y en a plus aucun. Et quand plus personne n'achète, et que tout le monde veut vendre, les prix chutent. Donc en quelques semaines, l'immobilier est divisé par deux, parfois plus, et la bourse japonaise c'est pareil, elle perd 60% de valeur en quelques années. Et donc là, tout le monde se rend compte d'un détail important, c'est que quand les prix montent, tout le monde se sent riche, mais quand les prix baissent, les entreprises se retrouvent avec une richesse qui s'évapore, mais une dette qui, elle, reste. Quand la bulle immobilière explose, le Japon entre dans ce qu'on appelle les décennies perdues. C'est des années durant lesquelles il y a peu d'innovation, quasiment pas de croissance, et l'impression générale que l'économie est en pause. Comme si le Japon attendait quelque chose, mais sans jamais vraiment redémarrer. En fait, pendant cette période, les entreprises vont mal, mais étrangement, elles s'effondrent pas. Elles arrivent à survivre en licenciant, en réduisant les coûts, et en fait, elles s'adaptent en permanence. Il y a bien une crise, mais c'est une crise qui est contenue, qui est maîtrisée, et qui permet d'éviter l'explosion du système. En fait, cette crise elle est surtout subie par les individus, parce que c'est une crise qui laisse vraiment peu de place à l'emploi. Alors on travaille dur pour avoir un poste, et encore plus dur pour pas le perdre. On travaille plus longtemps, plus intensément, et avec une pression constante. Parce qu'au Japon, ce qui compte, c'est pas seulement le travail en lui-même, mais c'est aussi de l'image que l'on renvoie. Donc si on veut une promotion, ou même juste être bien vu, il faut montrer que le travail passe avant tout. Quitte à faire des heures supplémentaires, à quitter le bureau en dernier, ou parfois même à dormir sur place. Mais dans le même temps, la vie personnelle, elle bloque. On prend plus le temps de rencontrer des gens. Les seules personnes qu'on croise, ça va être des collègues, sauf qu'au Japon, c'est super mal vu de sortir avec un collègue. Et si on n'est pas marié au Japon, on vit pas ensemble, parce que c'est mal vu aussi. Et se marier, ça coûte cher. Donc si on rajoute à ça les faibles salaires, on attend, on s'installe pas, on fait pas d'enfants. Et sans vraiment s'en rendre compte, il y a une génération entière qui met sa vie en pause. Donc naturellement, le pays change. D'abord, il y a moins de naissances. Et sans vraiment s'en rendre compte, il y a moins d'actifs pour faire tourner le pays. Et puis un jour, on se réveille entouré de retraités. Les couches pour adultes deviennent un marché plus important que celles pour enfants. Et puis les boutiques pour animaux remplacent lentement les boutiques de vêtements pour enfants. Finalement, l'économie s'effondre pas d'un coup. Elle s'adapte, elle limite la casse. Mais en faisant ça, elle repousse juste le problème. Et en repoussant, elle condamne lentement les générations futures. Et finalement, c'est pas juste un problème social en fait. Parce qu'on est face à un pays qui continue d'exister alors qu'il a déjà commencé à disparaître.